Le cancer du côlon est un cancer extrêmement fréquent en France et c'est un cancer pour lequel les progrès de la médecine ont permis de le traiter au mieux et de le guérir dans une grande proportion de cas. J'ai été fatigué de plus en plus et je suis parti en vacances au mois d'août. Et les 2 premiers jours du mois d'août, j'ai fait une échographie. Cette échographie m'a démontré que mon foie avait des gros problèmes. Donc on a fait des analyses médicales en vacances. Ces analyses médicales, avec un scanner, au bout de 3 jours, on savait que j'avais un cancer du côlon avec des conséquences sur le foie. Ça peut être parce que ces patients ont des symptômes digestifs qui doivent alerter, comme des rectoragies, des douleurs abdominales anormales, des troubles du transit. Le maître examen pour le diagnostic, c'est l'endoscopie digestive basse, c'est-à-dire la coloscopie. Au terme de la colo, diagnostic est posé, donc confirmé par le gastro-entérologue qui m'oriente vers un chirurgien. Si l'on voit un polype, on pourra l'enlever. S'il y a autre chose, de type une lésion, on va pouvoir faire l'étape fondamentale qui va être la biopsie pour confirmer le diagnostic de tumeur. J'ai demandé au médecin traitant, je lui ai dit bon c'est quoi? Il me dit en français c'est un cancer du côlon. Je lui ai dit voilà c'est simple, maintenant on le sait. Donc ça c'est au bout de 3 jours je savais que j'avais un cancer. Donc ça a été très rapide. Bon c'est le coup de massue. On ne peut dire qu'un polype est cancéreux que lorsqu'on a le résultat de l'histologie, c'est-à-dire la biopsie. On va aller prélever un petit fragment de cette tumeur. Le fragment va être analysé au microscope par un médecin spécialisé anatomopathologiste et là on aura le diagnostic formel positif de cancer du côlon. L'analyse a révélé qu'effectivement il y avait un cancer, qu'il fallait opérer, qu'il ne fallait pas attendre. La prise en charge d'un malade pour atteindre d'un cancer colique ou rectal nécessite plusieurs étapes. La première, c'est celle de la consultation avec le chirurgien. Lors de cette consultation, il faut expliquer la maladie, expliquer la prise en charge qu'elle va nécessiter et en particulier la nécessité ou non d'un traitement avant l'intervention à type de radiothérapie ou de chimiothérapie ou les deux. Le chirurgien va réaliser un examen clinique complet, c'est-à-dire examiner entièrement son patient et apprécier les possibilités chirurgicales. Ensuite, il va prescrire un bilan radiologique et biologique pour apprécier le degré d'extension de ce cancer. L'imagerie a une part très importante, c'est le scanner, puisqu'il va permettre d'examiner l'intégralité de l'individu, aussi bien la région cervicale que l'intégralité du thorax et de l'abdomen, de façon à préciser, vérifier qu'il n'y a pas d'extension à distance. Donc on pose bien les mots sur le fait que j'ai un cancer ou une tumeur maligne, ça fait peut-être un peu plus sympa à dire. On sait qu'il y a une urgence puisque ça représente 3/4 de mon côlon, enfin 3/4 au niveau du diamètre, donc il faut réagir très vite puisque je ne vais toujours pas à la selle, donc je risque une occlusion. Où il faut que les choses soient dites de manière la plus loyale et la plus claire possible, dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de toutes les personnes qui vont graviter autour du patient. On n'est plus, quand on va voir le chirurgien, on n'est plus dans une phase passive, on passe dans une phase active. C'est-à-dire, bon, avant, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, on n'y peut rien, mais là, on passe à l'actif, c'est-à-dire on va se battre. Le traitement de référence, c'est l'acte chirurgical, autrement dit la résection de la tumeur colique. On va donc retirer la portion de côlon, mais pas tout le côlon, la portion de côlon où se situe la tumeur, ainsi que tous les ganglions qui sont dans le territoire de drainage. C'est important aussi. Il m'a expliqué ce qu'il allait faire par célioscopie, donc je n'aurai pas une énorme cicatrice. Le fait de travailler en célioscopie permet de diminuer le traumatisme pariétal, donc de diminuer les douleurs, de diminuer le traumatisme sur les intestins et donc de permettre au patient de récupérer le plus vite possible. Cette intervention, elle consiste dans le geste lui-même, mais aussi dans la prise en charge secondaire, aller expliquer au malade le lendemain de l'intervention en général ou le soir même ce qu'on a trouvé et ce qu'on a fait, et puis surveiller dans les jours suivants qu'il n'y a pas de complications périopératoires qui pourraient nécessiter un traitement spécifique.
après avoir vu le chirurgien en consultation, avant leur hospitalisation, on essaye de trouver un temps pour les recevoir, un temps individualisé. C'est d'abord être une oreille et être une écoute pour le patient et avoir un temps pour lui où il a vraiment une fenêtre pour pouvoir s'exprimer et se confier. Et deuxièmement, effectivement, pouvoir le conseiller et le diriger. On trouve une force en soi qui fait que on a envie de se battre, et puis l'objectif, c'est se battre. Et puis du coup, j'avais envie de me faire opérer le plus rapidement possible. Le psychologue peut intervenir à n'importe quel moment dans le parcours de soins du patient. Il faut d'abord que le patient ait une demande de voir le psychologue. C'est-à-dire qu'on n'oblige jamais un patient à rencontrer un psychologue. Il y a aussi la famille, et la famille peut tout à fait demander à rencontrer un psychologue. Alors, le psychiatre intervient au début du parcours de soins, éventuellement dans des refus de traitement, après annonce et explication du projet thérapeutique. L'évaluation des patients après un refus de soins, c'est de m'assurer que le refus n'est pas guidé par une éventuelle pathologie psychiatrique. Quand ils arrivent, il y a l'installation en chambre, il y a donc l'accueil, il y a l'explication de tout ce qui va se passer, la préparation préopératoire, et puis l'explication de la journée opératoire. Je suis arrivée la veille, le dimanche, et bon accueil, on pose nos affaires, on vous prend la tension, enfin bon, tout, voilà. Et puis on se dit que le lendemain, rendez-vous au bloc. On sait que l'opération dure tant de temps, qu'elle va se dérouler à telle heure à peu près. Quand vous êtes en bas, il y a tellement de monde qui... La salle d'attente, entre parenthèses, du bloc opératoire, il y a tout un tas de gens, on vient vous voir, l'anesthésiste vient vous voir, il se présente, il revoit votre dossier. On se sent quand même rassuré, on se sent en confiance. À chaque fois, on prend le soin de vous demander votre nom, date de naissance, prénom, pour évidemment pas se tromper du tout. Et donc, mais toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de... voilà. Donc on n'a pas l'impression qu'on va rentrer en bloc. Le souvenir que j'ai, c'est qu'au réveil, j'ai quelqu'un tout le temps qui me parle, mais toujours avec gentillesse, qui me tient la main, certainement pour voir si je veux bien me réveiller. Le docteur vient vous voir dans votre chambre l'après-midi pour vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, il y avait d'autres choses, est-ce qu'il n'y avait rien, il vient vous rassurer sur les conséquences de l'opération. En retour de bloc, donc après un passage à peu près de 2 heures en salle de réveil. Et donc là, nous, notre rôle, ça va être de le surveiller tout l'après-midi, et la première nuit d'ailleurs. Donc on surveille ses constantes, on surveille sa douleur. Les infirmières étaient extraordinaires la nuit, elles étaient présentes à tout moment, j'appelais, elles étaient là tout de suite. J'ai connu sonde urinaire, j'ai connu sonde gastrique, des choses comme ça. Et c'est pénible à supporter. Et en même temps, vous faites confiance aux gens qui vous le font, parce qu'ils vous le font bien, et puis ils vous le font avec gentillesse. On a toujours fait en sorte de pouvoir soulager mes douleurs, et que je ne reste pas avec. Et un soir où j'étais vraiment pas bien, et l'infirmière de nuit m'a dit, écoutez, on va vous faire un massage. Elle me dit, est-ce que vous voulez un massage? Massage? Je dis, mais vous pouvez verser? Elle me dit, bien sûr. On est quand même un repère pour eux, et puis le contact se fait plus facilement, et on a vraiment l'impression d'être vraiment là pour eux. Et le lendemain, on vous dit, il faut bouger, il faut vous lever, il faut manger normalement, et vous n'oubliez pas d'aller aux toilettes. Dès que nécessaire, vous allez aux toilettes. Et vous dites, j'y arriverai jamais, ça va pas marcher. Si, ça va marcher, mais bon, il faut être patient. Le jour de la sortie, on vient voir les patients. Alors, s'il reste des soins à faire, on les fait. Donc, si c'est des pansements, on les fait. Si c'est une stomie, on le fait à nouveau avec eux pour les accompagner. Et après, on leur explique tous les papiers. Donc, il y a un rendez-vous avec le chirurgien. Il peut y avoir un rendez-vous avec la stomathérapeute si besoin. Et puis après, on leur explique toutes les ordonnances, que ce soit les ordonnances dentalgiques, tout ce qui concerne les anticoagulants. On n'arrête pas de vous dire, appelez si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà. Et toujours une petite histoire à raconter, toujours un petit mot sympa. L'étape
post-opératoire fondamentale est celle de l'étude histologique de la pièce opératoire. On a effectivement retiré le cancer, mais il faut savoir à présent si ce cancer est très évolué au niveau de la paroi du côlon et surtout s'il existe un envahissement ganglionnaire. Si les ganglions sont atteints, on sait alors que le risque de récidive, soit local, soit à distance, sous forme métastatique, est très important. À ce moment-là, l'acte chirurgical ne suffit pas pour guérir le patient et il faut impérativement lui proposer une chimiothérapie. Autrefois, la prise en charge du cancer colique ou rectal reposait sur le chirurgien et presque sur lui seul. Maintenant, c'est l'affaire de plusieurs spécialistes, gastroentérologues, radiologues, chirurgiens, oncologues médicaux, radiothérapeutes, anatomopathologiste. Pour être optimale, cette prise en charge doit être coordonnée et le patient ne doit pas être saucissonné, envoyé d'un spécialiste à l'autre. C'est le rôle des réunions de concertation pluridisciplinaire qui réunissent ces réglementaires, des spécialistes d'au moins 3 disciplines différentes. Toutes les décisions concernant le traitement, l'arrêt d'un traitement, l'institution d'un traitement doivent y être prises. Et puis, lors de la consultation post-opératoire, on explique au malade l'analyse histologique, ses conséquences et la nécessité ou non de ce traitement complémentaire. Quand j'ai vu mon chirurgien 3 semaines après avec les résultats qui confortaient ce qui avait été diagnostiqué, il me dit lors de l'entretien 2 jours de chimio tous les 15 jours. J'ai pas de raison. Enfin, les choses sont précises. Elles sont pour moi, comme c'est tout dans le train de ce qu'on avait pu m'annoncer, il n'y avait pas de raison que je me pose 10 000 questions. Souvent, en cas de chirurgie colique, la première question qu'on nous pose, c'est « est-ce que j'aurai une poche ?» Lorsqu'on réalise une chirurgie dans des conditions parfaitement réglées, en dehors de l'urgence, sur un côlon que l'on aura bien préparé, il est très rare d'avoir à réaliser une poche, c'est-à-dire une colostomie. En revanche, les choses sont différentes pour le rectum. Il est fréquent d'avoir recours à une stomie au cours de ces traitements chirurgicaux. Mais il y a 2 cas bien différents. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une stomie temporaire, transitoire, qui ne va être là en place que 6 à 8 semaines, et dont la fonction est, alors qu'on a rétabli la continuité par une couture entre le côlon et le rectum, la fonction est de protéger la cicatrisation de cette couture, qui est assez loin et est un peu acrobatique, et de protéger la cicatrisation, d'éviter une complication pendant la cicatrisation. Et une fois la cicatrisation achevée, cette stomie sera fermée au prix d'un geste chirurgical mineur. Tout autre est le cas, beaucoup moins fréquent, de tumeurs du très bas rectum qui sont situées contre l'anus, voire qui atteignent l'anus. Dans ces cas-là, pour obtenir une guérison du cancer, il faut passer à distance de la lésion et on est obligé d'emporter l'anus, le sphincter qui l'entoure, et donc là, on est conduit à réaliser une stomie définitive. Mais ces cas sont peu fréquents, ils sont connus avant l'opération, ce n'est pas une décision qu'on prend pendant l'opération, c'est une décision mûrie auparavant et dont le patient a pu largement être informé. L'objectif de les recevoir en pré-op, déjà, c'est leur expliquer qu'on peut vivre, enfin essayer de vivre normalement avec cette stomie. Aujourd'hui, ce que je viens vous faire, c'est vous réexpliquer les soins pour essayer ensuite que vous puissiez le faire par vous-même. Donc c'est cette poche-là qu'on change tous les jours et c'est ce support-là qu'on change tous les 3 jours. On peut vider la poche dans la journée s'il y a un transit trop important, mais vous avez un transit quasiment normal, donc a priori, il n'y a même pas besoin de la vider dans la journée. On verra, c'est en fonction de ce que vous allez manger, mais sinon, on a une poche qu'on appelle une poche vidangeable qui permet d'être vidangée autant de fois qu'on veut dans la journée. La poche, donc cette sortie provisoire, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. Alors au début, on regarde ça en se demandant mais comment je vais m'y prendre, comment je vais pas savoir le faire. Vous avez une infirmière qui est là, à côté de vous, qui vous montre,
qui a la patience de répéter, après vous le ferez sous son contrôle, et puis après vous êtes capable de vous débrouiller. L'objectif pour nous en préopératoire et pendant l'hospitalisation, c'est que les patients puissent reprendre une autonomie totale, puissent s'éduquer eux-mêmes et sortir de cet hôpital en étant autonomes. La première fois, vous avez une appréhension parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une chimio. Cette chimiothérapie est prise en charge dans un service d'oncologie par des médecins spécialisés. Elle ne nécessite pas forcément d'hospitalisation au long cours, mais plutôt des séances de chimiothérapie. C'est un hôpital de jour dédié, avec une équipe hyper spécialisée, où on allie à la fois la technicité, la sécurité, mais aussi quelque chose de supplémentaire, une dimension humaine. On doit donc installer un petit dispositif qui s'appelle une chambre implantable, qui est positionné sous la peau, généralement sous la clavicule à droite ou à gauche, et ce petit boîtier que l'on palpe parfaitement est piqué lors de la séance de chimiothérapie par l'infirmière. S'il y a chimiothérapie, il sera vu en consultation en suite d'annonce et d'accompagnement en chimiothérapie, où une infirmière a aussi un temps dédié pour pouvoir expliquer les cures, les protocoles, les effets secondaires des chimios, etc. Il n'y a pas de surprise, je sais comment je vais être reçue, comment ça va se passer, à quelle heure je vais être branchée. Et c'est effectivement la même personne qui m'a reçue, qui me fait ma première chimio. Moi, ma chimio, ça dure 4 heures à l'hôpital et 2 jours à la maison. Donc j'allais dire, on vous demande de ne pas manger trop gras pour ne pas fatiguer le foie, c'est normal, pour que la chimio travaille bien et que le foie soit réceptif à la chimio. Donc ça, on le fait, mais par contre, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme conséquences. Donc on attend les conséquences. On se pose des questions, on surveille son corps, on est inquiet. Tout le monde dit que normalement, la réaction, c'est un transit intestinal trop souple. Ben moi, c'est l'inverse. Chaque cas est différent et donc il est important de prendre le patient en charge globalement ou dans toute sa complexité finalement. C'est que quand on voit l'infirmière après avoir vu l'oncologue pour l'hôpital de jour, on a un document, je peux dire un trombinoscope, mais on a un document avec toutes les coordonnées, tous les noms des personnes qui pourront nous être utiles tout au long de notre parcours de soins. La prise en charge se poursuit par un suivi qui est continu, régulier et qui va durer de 5 à 6 ans au minimum. Ce suivi est rythmé par des examens complémentaires, par des consultations et d'ailleurs cet échéancier est connu à l'avance et un document est remis au patient, un document qu'on appelle le PPS, le plan personnalisé de soins, qui fixe les échéances de ces différents examens et consultations. Pourquoi ce suivi ? Eh bien parce que même si le risque de récidive tumorale est parfois très faible, voire infime, on ne peut pas dire avec certitude qu'il est nul. Et dépister rapidement une récidive avant qu'elle ne se manifeste, avant qu'elle ne soit symptomatique, c'est se donner les meilleures chances de parvenir à une guérison, car on peut guérir même après une récidive de cancer colique. Il ne faut pas perdre espoir, quoi. Je veux dire, tout est possible. Une rechute, c'est possible, mais elle n'est pas forcément définitive. Régulièrement, ils seront soumis à une surveillance qui est essentiellement par le scanner, donc de façon régulière, pendant plusieurs années, tous les 6 mois par exemple, en fonction de la gravité de la maladie. Il m'a même incité aussi, mais je pense qu'il le fera dans un deuxième temps, à faire une recherche génétique. Pourquoi ? Parce que dans ma famille, je suis le premier cas. Là, pour l'instant, mes sœurs ont fait hier de chacune une colo. Elles n'ont rien. Il peut y avoir une prédisposition génétique et il est alors souhaitable de faire une enquête génétique auprès du patient et s'il existe une prédisposition génétique reconnue, réaliser éventuellement une enquête familiale ayant pour but de rechercher des gènes de prédisposition, éventuellement chez les enfants ou les frères et sœurs, qui pourraient impliquer des stratégies de surveillance particulières. Alors les suites, après, on vous voit tous les 3 mois. Tous les 3 mois, mais vous savez, c'est rassurant ces visites, parce qu'on se dit, bon, on nous surveille, on a envie d'être surveillé, D'ailleurs, je vais vous dire, quand je suis sortie de l'hôpital, je ne voulais pas partir de l'hôpital, je me sentais tellement bien, j'avais peur de me retrouver toute seule à la maison,
et j'ai demandé 3 jours de plus. Il faut écouter ce qu'on vous dit, faire confiance au médecin qui vous traite et j'allais dire prendre beaucoup de recul, ne pas paniquer. Il faut partir avec le moral, il ne faut jamais être défaitiste. L'oncologue m'a dit si vous voulez reprendre un peu de travail et tout, que vous vous sentez capable, vous n'exagérez pas, mais vous faites. Il y avait des choses que j'ai toujours voulu faire au sein du travail et puis on a toujours d'autres priorités, donc on met toujours de côté. Et comme j'avais 2 grands projets que j'aimerais réaliser, donc je vais profiter de ce laps de temps pour pouvoir le faire de chez moi. Moi, mon parcours de soins, j'en garde pas un mauvais souvenir. J'en garde pas un mauvais souvenir. Et je vais vous dire, quand je reviens ici, quand je reviens dans cet hôpital, je me sens bien. C'est drôle, c'est pas un endroit que j'ai envie de fuir. Quand je reviens ici, je me sens bien. Je retrouve cette atmosphère de sécurité. Je me sens en sécurité ici.